Manifestation de réfugiés syriens hier soir et ce matin à Cayenne. Ils demandaient des conditions d'accueil décentes. Ils ont été entendus par la mairie de Cayenne et par la maire Marie-Laure Phinera-Hort, qui est l'invitée de cette édition ce soir. Le conflit des transporteurs dans l'impasse. Les représentants du mouvement ont donné une conférence de presse cet après-midi. Ils sont revenus sur la réunion express hier en préfecture qui a débouché sur un statu quo. Et puis, il sera question de santé et du Dépakine, un antiépileptique qui s'avère dangereux pour les femmes enceintes et leurs fœtus. 10 000 femmes en France sont concernées, une seule en Guyane. Explication à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que l'on commence d'abord avec ce drame conjugal qui s'est déroulé ce matin à Matoury. Une femme a été mortellement blessée par son compagnon. Selon nos informations, la victime s'est d'abord réfugiée chez un voisin, puis a été assassinée à coups de tournevis dans un terrain vague non loin de son domicile. L'homme s'est lui-même rendu aux gendarmes. Une enquête est ouverte. La scène s'est déroulée ce matin. Finalement, la mairie leur a proposé une solution d'hébergement. On en parlera avec la maire de Cayenne qui est notre invitée ce soir, mais d'abord les faits avec ce reportage de Jonathan Lariot. Liberté, égalité, fraternité, la devise de la République française utilisée ce matin pour lancer un appel à l'aide. Assis sur le trottoir à la vue de tous, le quotidien de ces familles qui ont fui la Syrie à cause de la guerre. Pour la plupart composés de femmes et d'enfants, certains même nés il y a à peine quelques jours. C'est ce genre de trottoir qui leur sert de dortoir. Ma femme a accouché de jumeaux le mois dernier, mais on a continué à être dans la rue. Ici, on nous dit qu'ils n'ont aucune solution à nous proposer. Tous les jours, c'est exactement cette même phrase. Nous n'avons aucune solution pour vous. Aucune solution. Nous sommes partis de Syrie en abandonnant tout. Nous n'avons rien. Du coup, c'est dans la rue que l'on dort. Regardez ces enfants, ils ont besoin d'aide. Ils n'ont rien. Ils ne veulent qu'une seule chose, vivre comme tout le monde. Dans une maison. Juste avoir une maison. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Le 26 janvier dernier, le sénateur Antoine Karam interpellait l'État sur l'incapacité de gérer l'afflux des demandes d'asile en Guyane. Tous les jours, ils sont plus d'une centaine à être devant la Croix-Rouge pour obtenir un laissez-passer. Lorsque vous êtes de l'autre côté devant la Croix-Rouge, vous avez plus de 300 personnes qui tous les matins, qui ne sont pas des réfugiés et qui ne relèvent pas du droit d'asile. Sauf que l'organisme qui doit traiter ce dossier est en Guadeloupe, ce qu'on ne peut pas comprendre, ça s'appelle l'OFPRA. Nous n'avons pas les conditions, vous avez des centres d'hébergement. Il y a un centre d'hébergement qui ne peut accueillir qu'une centaine de personnes. J'appelle le ministère de l'Intérieur, je tombe sur un permanent, tout le monde est en vacances en ce moment, ce qui est regrettable. Pour leur seule solution pour la mairie, les migrants seront installés dès ce soir dans une des écoles de la ville pour une durée de 2 jours. C'est-à-dire que la Croix-Rouge n'a pas d'endroit. Vous voyez bien, c'est des queues de 10 mètres, ce sont des nuisances sonores, il paraît même qu'il y a des rixes, hein, les gens se battent. Donc je crois que, puisqu'on règle le problème des Syriens, moi j'irai plus loin. Moi je veux maintenant régler le problème de la Croix-Rouge. Parce qu'ils seront dans une de mes écoles, pour qu'ils partent quand je vais leur dire qu'il faut partir. Et puis monsieur le préfet arrive, donc nous allons trouver des solutions ensemble. Et puis ensuite, je m'attacherai à régler le cas de la Croix-Rouge. Si aujourd'hui leur avenir reste incertain, une réunion devrait se tenir prochainement avec la préfecture pour décider de la marche à suivre. Et je vous le disais, Marie-Laure Phinera-Hort, maire de Cayenne, est avec nous ce soir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez dans le sujet, vous avez dit on va régler le problème de la Croix-Rouge. Alors c'est vrai qu'en ma qualité de maire, je reçois régulièrement des courriers des citoyens, des voisins d'ailleurs de la Croix-Rouge, qui m'exposent effectivement des situations quand même difficiles. Il y a des nuisances sonores et je crois qu'il est important, puisqu'on voit bien que la Croix-Rouge reçoit plus de 300 personnes tous les jours. Les gens se postent là dès 2 h du matin et vous pensez bien que je me mets à la place de ces citoyens qui sont là, qui payent des impôts et qui ont envie d'avoir de la tranquillité urbaine. Donc justement par rapport à ce problème, le directeur de la Croix-Rouge est venu me rencontrer. Nous aurons très bientôt une réunion pour essayer de pouvoir régler ce type de problème. Alors,
Il y a deux points de rendez-vous de la Croix-Rouge à Cayenne. Il y a le centre de santé rue Barra et près de la place des Palmistes. Oui. C'est ici que les demandeurs d'asile font leur demande de domiciliation Tout à fait. pour accéder aux différents par rapport au niveau de l'État. La solution, c'est quoi? C'est de faire d'autres locaux en dehors du centre-ville? Ben, moi, c'est ma volonté. J'aimerais bien qu'avec le directeur de la Croix-Rouge, que nous puissions trouver un endroit en périphérie pour pouvoir ramener la tranquillité, en tout cas l'ordre public dans la ville. Vous avez bien vu que j'ai commencé par les Syriens parce qu'ils sont moins nombreux. Ils sont 35. Moi, je crois que c'est vrai que c'est une compétence régalienne, mais j'ai quand même à user de mes pouvoirs de police. Et donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je n'ai pas protégé particulièrement les Syriens. C'est vrai, il y a des bébés. Je suis humaine. Je comprends bien que des bébés ne peuvent pas dormir sur le trottoir. Donc, je sais que moi, je vais les garder 47 heures, pas 48 heures, 47 heures, parce qu'on connaît tous sa réglementation. Et puis, monsieur le préfet va assumer, il le dit, c'est clair, il prendra la relève. Simplement, j'ai voulu mettre de l'ordre, en tout cas dans ma ville. Ce n'est pas une image de voir des familles avec des enfants traînés sur le trottoir. Il nous faut trouver des solutions. L'immigration, c'est le problème régalien. Donc voilà, je n'ai fait ce matin qu'user de mes pouvoirs de police. Alors, vous l'avez dit, la solution proposée, c'est donc de pouvoir héberger ces réfugiés syriens dans une école de la commune. Évidemment, c'est provisoire, la rentrée des classes, vous l'avez dit, 47 heures. Que faire pour la suite? Est-ce que vous êtes pour la construction d'un centre d'hébergement? Pas forcément. Je vais être claire, pas forcément. La Guyane est une terre qui reçoit, qui est hospitalière, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes guyanais à régler. On ne peut pas accepter d'accueillir des étrangers. Il n'y a pas de place pour eux. Et en fait, ces Syriens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on veut repartir. Nous étions au Brésil, nous sommes passés par la Guyane. Maintenant, on demande de l'aide à l'OFPRA. Justement, le sénateur Karam l'a rappelé. L'OFPRA se trouve en Guadeloupe, à Basse-Terre. Ce que les parlementaires doivent demander, c'est qu'il y ait une antenne OFPRA en Guyane pour pouvoir traiter de toutes ces demandes d'asile politique. On a entendu parler d'un vol charter qui serait affrété par la préfecture pour envoyer assez rapidement ces Syriens. Là, je ne peux pas vous répondre. Invitez monsieur le préfet, c'est lui seul qui pourra vous répondre. Et il y a aussi une autre question, on l'a déjà évoquée dans ce journal, la question des squats. Il y a le squat de l'AFPA, où là aussi de nombreux demandeurs d'asile résident dans des conditions assez difficiles. On sait que la commune a mis en place de nombreuses solutions pour la destruction de squats. Ce squat-là reste toujours là. Est-ce que vous pensez un jour pouvoir mettre fin à ces conditions d'hébergement? Alors, c'est bien de me donner l'occasion de parler de cette situation, puisque je pense notamment aux résidents de Rebar, puisque je suis interpellée tous les jours sur un journal de la place. Alors, il faut savoir que l'AFPA est une propriété de la CTG. Je ne suis pas propriétaire. C'est la CTG qui devrait pouvoir se donner les moyens de pouvoir trouver des solutions pour ces demandeurs d'asile. Vous avez aussi les villas qui sont squattées, qui appartiennent à la CIGI. Nous, Ville de Cayenne, nous sommes là pour accompagner. Tant que les propriétaires ne nous demandent pas, ne nous sollicitent pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous irez défendre les squatteurs de votre voisin qui habite à côté? Vous avez le pouvoir de police, vous l'avez dit, vous oui, l'avez fait ce matin pour la place des Palmistes. Parce que les gens étaient sur le domaine public. Le domaine public appartient à la ville, mais l'AFPA appartient à la CTG. Maintenant, j'invite le président de la CTG à mettre en place une réunion pour qu'on puisse trouver une solution. Alors, on rappelle d'ailleurs que vous êtes aussi conseillère territoriale à la CTG. Autre question, la CTG, mais aussi les autres communes, puisque ces réfugiés rentrent sur le département par Saint-Georges, par Saint-Laurent-du-Maroni, et c'est Cayenne, par rapport à sa situation administrative qui est au cœur donc, de ces problématiques, vous avez des liens avec les autres maires des autres communes? Vous savez, les autres maires sont comme moi, ils ont uniquement que des pouvoirs. Nous sommes impuissants en fait. L'immigration reste quand même un sujet de l'État. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On a nos idées, mais nous sommes impuissants, nous n'avons pas les pouvoirs. Donc moi, ce que j'ai fait ce matin, j'ai usé de mon pouvoir de police, mais je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, c'est à l'État de prendre la suite des événements de ce matin. Alors qu'est-ce que vous demandez? On a entendu le sénateur, vous l'avez rappelé, la mise en place d'une antenne de l'OFPRA. Une antenne de l'OFPRA en Guyane. J'aurai certainement une réunion avec monsieur le préfet les prochains jours pour qu'on puisse justement évoquer le problème de l'immigration. Il nous faut trouver des solutions. Mais je ne sais même pas si le préfet en a. Il faudra remonter plus haut, peut-être voir le gouvernement. Puis vous savez, nous avons des frontières perméables. Il faut arrêter de se leurrer. Comment faire pour empêcher ces gens qui viennent?
Il faut trouver, il faut travailler. Et je pense que collectivement, si on se met autour d'une table, on devrait pouvoir faire des propositions. Et comme je l'ai rappelé au sénateur Karam ce matin, je compte beaucoup sur les parlementaires. C'est législatif. C'est à eux d'être nos porte-parole auprès du gouvernement. Bon, il nous a dit qu'il le fait. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on se mette tous... D'ailleurs, il y a un congrès qui est prévu à la CTG. Et j'espère que nous allons évoquer ce sujet qui est quand même sensible et particulier. On sent bien l'exaspération de mes compatriotes guyanais, que je comprends. Mais on ne peut pas non plus être inhumain. Ce matin, j'ai démontré que je n'étais pas inhumaine. Maintenant, c'est vrai que nous avons anticipé, nous avons initié le sujet ce matin. Bon, maintenant, l'État va prendre la suite. Maintenant, il faut à vous d'inviter, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, Marie-Laure Finira, d'avoir accepté l'invitation dans ce journal. Les transporteurs s'expliquent ce soir sur la réunion d'hier en préfecture lors d'une conférence de presse cet après-midi. Pour rappel, ils étaient restés seulement 3 minutes lors de cette rencontre qui devait aboutir à un accord sur le prix des contrôles techniques. On écoute Karine Sinaï au micro d'Elsa González. Moi, je ne pense pas être dans une impasse. J'ai encore relancé M. Aveline. J'espère qu'il va enfin me répondre. On a fait une contre-proposition à la préfecture. J'espère qu'enfin, ils pourront me donner une réponse. Là, on est à 25. Notre proposition est à 45. Je pense qu'au niveau du tarif, on peut trouver un compromis entre 25 et 45. Maintenant, il est clair que cette augmentation de 130% était pour nous difficilement acceptable. Lorsqu'on a des marchés figés, on ne peut pas imputer cette augmentation-là indéfiniment. On ne peut pas. Il n'y a même pas indéfiniment, on ne peut pas. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le conflit dure. Réunion, action, coup de poing, blocage du centre Autovision. On revoit tout cela en images avec Elsa González. Il y a 10 jours, les transporteurs ont décidé de faire entendre leur mécontentement et leur incompréhension. L'objet d'un tel acharnement, l'ouverture d'un centre de contrôle technique poids lourd, proposant un prix 130% supérieur au prix pratiqué depuis ces dernières années. Pour un exemple, jusqu'à la fin du mois de juillet, nous étions à 88 €. Aujourd'hui, nous sommes passés à 200 €. Voilà, sans aucune explication, ni même aucun dialogue en amont. Après une rencontre soldée par un échec avec la préfecture, les transporteurs ont bloqué le centre de contrôle technique de Matoury. Ils demandent l'ouverture d'une négociation avec la direction de l'entreprise Autovision. Dès le lendemain, les transporteurs passent la seconde. Des camions font barrage au rond-point de la Crique Fouillée, bloquant l'accès à l'île de Cayenne. Écoutez, on en arrive là parce qu'après des mois d'alerte par tous les transporteurs, que ce soit les transporteurs de marchandises, les transporteurs de voyageurs, et même vous avez vu qu'il y a le syndicat des auto-écoles, malgré les réunions qui ont eu lieu, rien n'y fait. Une réunion en urgence est mise en place entre la préfecture et les syndicats afin de trouver des solutions pour sortir de cette crise. Une grande partie des transporteurs était présente pour se faire entendre. Au final, la préfecture leur a soumis une proposition. Avec les services de la DIECT, les services de la DEAL et mes collègues sous-préfets d'intervenir en médiateur, nous sommes parvenus à faire en sorte que Autovision puisse renégocier ses conditions d'exploitation, que nous-mêmes, par des systèmes de compensation que nous n'avons même pas eu le temps encore d'élaborer, nous avons proposé aujourd'hui aux transporteurs une baisse de tous ces prix-là de 25%. Les transporteurs ont été reçus une nouvelle fois hier en préfecture avec d'autres revendications, dont une baisse de 45% du prix. La réunion a coupé court puisque les syndicats sont partis au bout de quelques minutes. Mais contents de ne pas obtenir gain de cause, les transporteurs routiers sont toujours positionnés devant le nouveau centre de contrôle de Matoury. Santé maintenant avec ce qui pourrait être un nouveau scandale sanitaire, le Dépakine, aussi appelé valproate de sulfate. C'est un antiépileptique qui peut avoir de graves conséquences pour les femmes enceintes et leurs fœtus. Le médicament a pourtant été prescrit à 10 000 femmes entre 2007 et 2014 dans toute la France, dont une en Guyane. Et il y a quelques semaines, l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné publiait un rapport du ministère de la Santé qui parle de risque de formation congénitale, de malformation congénitale. L'explication d'Ayodelie Germain. Dépakine plus grossesse égale risque. Une mise en garde que l'on peut lire désormais sur les boîtes de valproate de sodium contre l'épilepsie. Il s'agit d'une recommandation de l'Europe mise en œuvre depuis le premier trimestre de cette année. En cas de grossesse prévue ou en cours, consultez impérativement votre médecin. Il y a une présentation des risques, on recueille un accord de soins, le patient est d'accord pour recevoir les soins en connaissance des risques qui sont encourus, et le pharmacien ne peut que
vérifier que cet accord de soins a bien été recueilli. Et chez la femme en âge de procréer, le pharmacien doit s'assurer qu'une contraception est prise en concomitance avec le traitement contre l'épilepsie. Ce médicament comporte donc des risques pour les femmes enceintes ou en âge de procréer, un risque pour le fœtus, malformation ou autisme. Selon ce pédiatre, les cas de femmes soumises à ce traitement sont rares en Guyane. Alors pour ce qui est du cas de la dépakine, moi depuis 20 ans que je suis ici, c'est vraiment exceptionnel, c'est même pas un cas par an. Donc à chaque fois, le choix de mère qui doit avoir ce traitement-là, pour lequel on n'a rien d'autre à lui proposer comme traitement. C'est des situations vraiment exceptionnelles. Les dangers de la dépakine pour le fœtus sont connus depuis les années 80. Mais c'est seulement depuis 2014 que l'Europe a durci les conditions de sa prescription. Désormais, il est fortement déconseillé aux médecins de l'Union européenne de prescrire la dépakine aux femmes enceintes et en âge de procréer. Seule exception si le bénéfice de ce médicament pour la mère est supérieur au risque encouru par le fœtus. Quand un enfant naît, je suis informée s'il a été exposé à un risque en particulier médicamenteux. Il y a certains traitements qui sont dangereux, qu'on connaît pour le fœtus et pour lesquels on est obligé de les continuer. Bon, il y a ce cas qui est pointé, mais il y en a d'autres et pour lesquels l'enfant nécessite certains bilans ou d'autres. Donc le bénéfice, il est que la femme ne fasse pas de crise d'épilepsie pendant la grossesse, parce que pendant une crise d'épilepsie, elle peut avoir un coup sur le ventre, avoir des complications ou des conséquences sur le fœtus. Donc s'il existe un autre médicament qui ne donne pas de troubles sur l'enfant, le bénéfice-risque, il est négatif. Il faut mettre l'autre médicament. S'il n'existe pas d'autres médicaments et que cette femme est vraiment épileptique et a besoin de son traitement, il est en faveur du traitement. Autre recommandation, seul un spécialiste peut instaurer et surveiller ce traitement rendu exceptionnel. Plus spécifiquement, un neurologue. Or, la Guyane ne dispose à ce jour d'aucun neurologue certifié. Des nouvelles maintenant de la handballeuse guyanaise Béatrice Edwige, qualifiée pour les demi-finales des Jeux Olympiques. Un match contre les Pays-Bas qui se jouera demain à partir de 15h30. On reste à Rio pour suivre la mésaventure d'une artiste martiniquaise qui est rentrée chez elle sans ses œuvres d'art, bloquée par la douane brésilienne à cause de problèmes administratifs. Voyez ce reportage d'ATV Martinique. Voilà un mois que Nathalie est sans nouvelles de ses œuvres d'art. Un mois d'incompréhension et de colère, mais surtout d'impuissance. Cette artiste spécialisée en sculpture sur œuvres d'autruche se retrouve avec 5 de ses créations bloquées à la douane brésilienne. Les œufs sont réquisitionnés par la douane, ont été détaillés, observés sur toutes les coutures, alors que le carnet normalement ATA permettait que les formalités à la douane soient simples et que les taxes ne soient pas justement imposées, parce que c'est un carnet justement qui est en vigueur que depuis le 28 juin, pour justement permettre aux artistes d'accéder à ce genre de manifestations en vue des Jeux Olympiques. Cause de la mésaventure, le carnet d'admission temporaire ATA, un document essentiel pour faciliter les échanges entre les pays. Pourtant, visiblement, dans le cadre de l'exposition des JO, le processus n'était pas recommandé par les autorités. Les mails échangés avec la CCI Paris en témoignent. Le carnet ATA n'était pas la solution, car non reconnu dans l'adhésion récente du Brésil au système ATA, lien dans ma signature. À ce titre, excepté un remboursement par la CCI émettrice du carnet, des frais afférents au carnet, nous ne pouvons malheureusement agir ni auprès des douanes, ni auprès de nos homologues ATA brésiliens. Cela fait presque 7 ans que le couple façonne les œufs d'autruche pour en faire des pièces artistiques. Faire partie des exposants à Rio, c'était pour eux l'opportunité de percer dans le milieu. C'était carrément un changement de vie. Parce que accéder à Rio avec des personnalités comme des Émiratis, des personnalités chinoises, vous savez où l'argent se trouve dans ce monde, des petites personnes comme nous, quand on me l'a proposé, je n'y croyais même pas. C'était l'ouverture à des opportunités qui se présenteront peut-être jamais dans la vie, parce que vous savez, il y a des fois un train à prendre dans une vie, et si on le rate, on l'a plus. De son côté, la Chambre de commerce de Martinique admet sa responsabilité, même si elle souligne un tort partagé. L'expédition des œuvres dans l'urgence est en partie la cause du problème. Le 7 juillet, une note sortait disant que on décommandait
d'émettre des cartes ATA avec des expressistes. C'est-à-dire quand les œuvres ou la marchandise étaient transportées par des expressistes. C'est une note qui est sortie que nous n'avons pas vue. Donc, et nous avons émis le carnet 2 jours après, donc le 9 juillet. Nous avons certainement manqué de vigilance. Maintenant, il est vrai que la demande était dans l'urgence. Donc pour nous, il était important pour nous de délivrer ce carnet rapidement pour que l'artiste puisse expédier ses œuvres. Les œuvres sont actuellement de même à tout faire pour débloquer la situation. Retour en Guyane pour terminer ce journal avec cette exposition photographique. Les plus belles images de tortues marines sont à voir dans un hôtel de Cayenne, sont à découvrir dans un hôtel de Cayenne grâce à l'association Quata. Regardez. En début d'exposition, on a les lauréats du concours photo 2016 qui sont exposés, donc les gagnants. Et après, toutes les autres photos constituent notre base de données un peu sur les photos, notre action pour les tortues marines en Guyane. On œuvre pour connaître un peu plus sur les tortues marines en Guyane. Donc il y a tout un programme de recherche et on a toute une action, comme je disais, d'animation, de sensibilisation. Donc on se tient à disposition du public. Sur les plages de Cayenne et Remiremont-Joly, c'est vrai qu'on est sur des plages qui sont à proximité des zones habitées, des zones urbaines. Donc là, c'est toutes les problématiques liées à la fréquentation. Il y a beaucoup de personnes qui fréquentent ces plages, donc forcément, les tortues sortent sur des zones qui sont fréquentées. Ensuite, les nids sont déterrés par des chiens errants également en partie. Et il y a des déchets aussi sur les plages qui détériorent en partie le milieu de sites de ponte des tortues marines en Guyane. Cette année, depuis fin avril, on est à 3600 pontes de tortues olivates contre 2800 pontes de tortues luttes. C'est une petite année et c'est la première année qu'on a plus de tortues olivates qui viennent pondre que de tortues luttes. Je voudrais signaler quand même un phénomène qu'on voit de plus en plus, c'est les personnes maintenant qui interviennent au cours des visites, on les voit, ils n'hésitent pas à dire aux autres personnes, ne touchez pas les tortues, éteignez les lumières blanches. Donc on voit vraiment une prise de relais, on va dire, de la population. Et ça, c'est le fruit de travail de dizaines d'années pour l'association et c'est le fruit du travail de sensibilisation. Ça commence à porter ses fruits et c'est une très bonne chose. Voilà, à retenir dans l'actualité de ce soir cette manifestation de réfugiés syriens. Ils demandent des conditions d'accueil décentes. Plusieurs d'entre eux s'étaient installés sur la place des Palmites. Ils ont été délogés ce matin par la police municipale. Statu quo dans le conflit des transporteurs. Les représentants du mouvement ont donné une conférence de presse cet après-midi. Ils se sont expliqués sur leur réunion express hier en préfecture. Ils demandent toujours minimum 45% de moins sur le prix du contrôle technique. Et puis, il était question de santé dans ce journal avec la dépakine, un anti-épileptique dangereux pour les femmes enceintes et les fœtus. 10 000 femmes en France sont concernées, une seule en Guyane. L'autorité de santé qui recommande donc de ne pas prescrire ce médicament pour les femmes qui sont en âge de procréer ou alors des femmes enceintes. Voilà pour l'information de ce soir. Tout de suite, BFM TV. On se retrouve demain. Bonne soirée sur ATV.